l'occasion de la publication des Anti-Mémoires, entretien de André Malraux avec Pierre de Boisdeffre. André Malraux, après 10 ans de silence et 9 ans d'exercice du pouvoir, vous revenez à la littérature pour publier un livre, Anti-Mémoire. Mais pourquoi ce titre, Anti-Mémoire? Naturellement par opposition à la mémoire. D'une façon générale, les lecteurs ont pris l'habitude de penser que mémoire signifie d'abord récit chronologique allant de la jeunesse à la mort, et d'autre part confession. Les mémoires confessions ont eu surtout leur importance en un temps où la psychanalyse n'existait pas. Non pas que la clé soit dans la psychanalyse, ce qui n'est pas en question, mais parce que je pense à ce que Rousseau avait tellement mis en lumière lorsqu'il disait « j'entreprends quelque chose qui n'a pas eu de prédécesseur, qui n'aura pas de successeur », nous ne pensons plus du tout à quelque chose de semblable aujourd'hui. Alors, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose d'aussi différent de ce qu'on appelait mémoire, qu'ont été les mémoires d'outre-tombe de leur temps. J'insiste un instant là-dessus parce que il semble qu'on ne se rende pas compte maintenant à quel point Chateaubriand a surpris. Reprenez les mémoires d'outre-tombe que vous connaissez certainement très bien. Vous constatez d'abord qu'il est relativement chronologique. Relativement seulement. Les livres sont ordonnés absolument comme il lui plaît. Ce qui est chronologique, c'est qu'évidemment, il commence par Combourg et il finit par Ouvrez-vous portes éternelles. Mais pour le reste, il fait bien ce qu'il veut. D'autre part, quant aux confessions, il ne dit même pas que Pauline de Beaumont était sa maîtresse. Et tout ce qui se passe avec Madame Récamier, c'est d'une liberté absolue. Bien. Si on compare Chateaubriand avec son rival, il écrivait contre Rousseau, n'est-ce pas? Il est absolument évident que c'est écrit dans une extrême liberté. Pour moi, je suis contre la chronologie. D'abord, il faudrait savoir pourquoi notre temps tout entier est contre la chronologie. Pourquoi le roman qui a été si longtemps chronologique est aujourd'hui de moins en moins chronologique. La question a certainement des réponses extrêmement profondes. Dans l'ordre des mémoires, je crois que la chronologie n'est pas la vérité. Si je veux faire un récit de ma vie, ce qui est essentiel échappera absolument. Alors, il s'agit naturellement pour moi d'une certaine chasse. Je ne peux attraper mon gibier qu'avec des méthodes déterminées. Ces méthodes sont contre la chronologie. À partir du moment où je ne vise ni la chronologie, ni la confession, je ne peux créer qu'un malentendu si j'appelle mon livre mémoire. Et comme d'autre part, il y a du bon dans l'agressivité, parce que ça permet tout de même d'obtenir des résultats extrêmement rapides quand on y tient, je l'ai appelé anti-mémoire. Mais vous dites vous-même qu'il y a deux types de confessions bien différentes. Il y a le récit d'une action. Disons le général de Gaulle dans les mémoires de guerre, ou la guerre des Gaules, et le reste. Oui, le reste. Mais vous avez également la figure que l'on essaye, à travers un livre de souvenirs, et de souvenirs souvent reconstitués, d'imposer à l'histoire. Or, il me semble que dans les anti-mémoires, ce n'est ni l'une ni l'autre de ces méthodes qui vous intéressent essentiellement. Ah, sans aucun doute, vous avez parfaitement raison. Ce qui m'intéresse essentiellement, c'est que peut-on faire jaillir de la rencontre du destin. Prenons le destin comme un silex. Je vais prendre un exemple pour ceux qui l'auront lu, qui est absolument clair. Toute la grande scène de l'Inde est absolument inséparable de la scène des chars. Si les hommes des chars, qui représentent l'humanité la plus simple en face de la mort, n'avaient pas la résonance d'une humanité tout autre en face de la transcendance absolue, et réciproquement, il est bien évident que le livre n'aurait pas la même nature. Mais ce contrepoint de ce que vous appelez, il me semble, les millénaires furtifs et de l'instant, vous l'aviez déjà dans Les Noyers de l'Altenbourg, c'est un contrepoint de romancier. Si nous mettons à part Saint-Augustin, tous les grands livres de mémoire sont des livres de romanciers. En définitive, les dons de Saint-Simon sont des dons de romanciers. Les dons de romanciers de Chateaubriand sont infiniment plus grands dans les mémoires d'outre-tombe que dans ses romans. Et en définitive, ce qui fait que les mémoires ont cette existence particulière qui les insère dans la littérature, au lieu de les laisser tout simplement entre les mémoires des généraux et les mémoires des ministres des Affaires étrangères, c'est très précisément un procédé que j'appellerais sans aucun doute littéraire. Il s'agit tout de même toujours de faire une relation entre une réalité banale et quelque chose qui transcende cette réalité, quelque chose qu'on donne au mot transcender. Et dans ce cas-là, j'ai le sentiment tout à fait net que l'élément art joue un rôle décisif. Pour Chateaubriand, c'est criant, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas qu'après tout, les confessions modernes les plus célèbres sont celles de Rousseau, qui était bien un romancier. Et d'autre part, pensez à quel point les réussites sont d'ordre romanesque, à quel point la relation avec Mme de Varens, c'est meilleur que la nouvelle Héloïse.
On pourrait d'ailleurs discuter du fait de savoir si Rousseau est réellement un romancier. Mais on ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il y a entre la façon dont Rousseau écrit, qui est extrêmement près d'une vérité traitée comme fiction, et la façon dont écrit, disons, le maréchal Foch, une différence de nature. Oui, mais il y a tout de même une question que vos lecteurs se poseront et pour laquelle beaucoup se jettent déjà sur les antimémoires. C'est une question à laquelle vous n'avez jamais voulu répondre, dans la mesure où vous avez toujours dédaigné votre biographie, vous avez toujours répété « ma biographie ne m'intéresse pas ». Ces gens-là aimeraient savoir qui est Malraux. Et est-ce que vous ne répondez pas au moins à une autre question, cette question que les anges, selon les gnostiques que vous citez, posent à chaque mort, d'où viens-tu ? Nous sommes dans la situation où était Proust lorsqu'il a publié du côté de chez Swann. Il y avait 2 volumes et il y avait 5 volumes derrière dans son esprit. Il envisageait qu'il donnait les 2 premiers de 7, mais il savait bien, et en définitive la critique qui a été intelligente, qui n'en a pas énormément, mais il y en a eu tout de même, a très bien compris qu'elle était sur une sorte de point de départ. Moi aussi je suis sur une sorte de point de départ. Pour la biographie, j'ai dit je ne m'intéresse pas, et je pense que si je voulais faire de la biographie, je ne pourrais plus faire ce qui est absolument essentiel à mes yeux, c'est-à-dire le livre du destin. En ce qui concerne le d'où viens-tu, ça c'est tout à fait autre chose. Je crois au contraire que la réponse sera donnée simplement par l'étendue. Vous aviez déjà donné un commencement de réponse dans Les Noyers d'Altenbourg, et il me semble que Les Antimémoires sont peut-être le plus beau de vos livres depuis Les Noyers. Dans Les Noyers, vous disiez aussi, pour l'essentiel, l'homme est ce qu'il fait, alors que pour d'autres, l'homme est ce qu'il cache, un misérable petit art secret. Oui, n'oubliez pas que ces phrases dans l'Altenbourg sont des phrases de personnages. Parce qu'il y a quelque chose que tout le monde semble oublier, c'est l'homme est ce qu'il fait, c'est pas de moi, c'est à Hegel. Au moment où c'est dans le livre, c'est la réponse irritée de quelqu'un qui est un homme d'action à qui on est en train de présenter les choses les plus profondes comme si elles dépendaient uniquement des bibliothèques. Je prendrai le dialogue à mon compte, mais je ne prendrai certainement à mon compte ni la première des réponses, ni la seconde. Ce qui frappe dans votre œuvre, c'est que vous avez un style d'interrogation. Vos romans sont des romans d'interrogation de la condition humaine. Pour vous, ce qui paraît compter le plus, ce ne sont pas les certitudes que vous découvrez, certitudes d'ailleurs fugitives, mais bien l'interrogation permanente que vous adressez à l'homme à travers l'action, à travers la guerre, à travers la contemplation artistique. Incontestablement, je suis persuadé que les réponses qui nous paraissent les plus importantes, dans toutes celles qui nous ont été données par les plus grands philosophes, je mets les philosophes en ce moment hors de la foi. Je veux dire, je ne parle pas de saint Thomas, le cas serait différent. Seulement la réponse de saint Thomas, c'est pas la réponse de saint Thomas, c'est du Christ. Les réponses des grands philosophes n'ont pour nous que très très peu d'importance. Ils vivent encore pour nous essentiellement par leurs questions. Pour un philosophe très proche comme Nietzsche, c'est tout à fait criant, mais pour un philosophe très éloigné comme Platon, c'est tout à fait criant aussi. Regardez comme vous aurez de la peine à reprendre n'importe lequel des grands dialogues en vous disant, eh bien voilà où ça aboutit. D'abord, c'est souvent assez discutable, n'est-ce pas ? Mais ça vous est assez égal, alors que la puissance interrogatrice, nous communions avec elle.